sont catastrophiques, mais la rigueur imprimée à ces examens n'a pas empêché certaines écoles de briller avec un taux d'admission de 100%. Nous vous ferons également découvrir dans cette édition le génie créateur d'un Guinéen, concepteur d'éoliennes. Il fabrique depuis plusieurs années un appareil transformateur d'énergie. Enfin, sport foot, la Ligue guinéenne de football professionnel affiche ses ambitions pour la prochaine saison 2017-2018. Vous aurez les échos dans cette édition. C'était là pour les titres. Bonsoir à tous. On entame ce journal par des décrets lus ici par le directeur de la télévision nationale, Fodetas Silla. Bonsoir. Décret D 2017-196 PRG SGG portant nomination de haut cadre au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Directeur national de la sécurité publique, commissaire divisionnaire de police Mamadou Camara. Directeur national adjoint de la sécurité publique, commissaire principal de police Lansey Camara. Directeur national de la police judiciaire, commissaire divisionnaire de police Abdoul Sekou Gadri Kwandé. Directeur national adjoint de la police judiciaire, inspecteur principal de police Abdoul Malik Kone. Directeur national du renseignement intérieur, commissaire divisionnaire de police Zakaria Sissé. Directeur national adjoint du renseignement intérieur, commissaire divisionnaire Bernard Kamano. Directeur national de la police de l'air, des frontières et du contrôle des séjours des étrangers, commissaire divisionnaire de police Lamine Keita. Directeur national adjoint de la police de l'air, des frontières et du contrôle du séjour des étrangers, commissaire divisionnaire de police Zaoro Théa. Directeur national des compagnies mobiles d'intervention et de sécurité, commissaire divisionnaire de police Ansman Kamara, directeur national adjoint des compagnies mobiles d'intervention et de sécurité, commissaire de police Aboulaye Thiam Diallo, directeur national de la protection civile, commissaire divisionnaire de police Moussa Kamara, directeur national adjoint de la protection civile, commissaire divisionnaire de police Amadou Ouri Dieng. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré au journal officiel de la République. Conakry, le 28 juillet 2017, professeur Alpha Condé. Décret D 2017-197 PRG SGG portant promulgation de la loi L 2017-040 AN du 26 mai 2017. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Est promulguée la loi L 2017-040 AN du 26 mai 2017 portant code révisé des collectivités locales de la République de Guinée. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 28 juillet 2017, professeur Alpha Condé. Merci, Makale. Merci Fodetas Silla. Et puis cette lettre de remerciement de son Excellence Mohamedou Bouhari, président de la République fédérale du Nigeria, adressée à son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, président en exercice de l'Union africaine. Je vous écris, Excellence, Monsieur le Président et chers frères, suite à notre conversation téléphonique pour vous exprimer et vous remercier très sincèrement de votre aimable et généreuse attention dans l'organisation de prières de bonne santé à travers votre pays pour ma personne. C'est un acte que j'apprécie hautement et louerai pour toujours. Nous remercions le Tout-Puissant Allah pour nous avoir comblés de sa faveur. Excellence,
vous serez heureux d'apprendre que mon état s'est beaucoup amélioré et aussitôt que les médecins le conseilleront, je retournerai à mes devoirs afin de continuer de servir le peuple nigérian qui m'a élu et prie quotidiennement pour mon prompt rétablissement. Permettez-moi de saisir cette opportunité pour renouveler à votre Excellence et chers frères l'assurance de ma très haute considération. Signé Mohamedou Bouhari, président de la République fédérale du Nigeria. Les membres de l'ONG Africa Femmes performantes à l'hémicycle, elles sont allées présenter au président de l'Assemblée nationale les grandes orientations de cette ONG panafricaine, une ONG qui a pour principale mission la défense des intérêts de la couche féminine sur le continent africain. Abdoulaye Diallo. Elles sont venues de plusieurs pays du continent africain. Ces femmes présentent au président de l'Assemblée nationale leur plateforme qui s'intitule Africa Femmes Performantes, une structure qui entend défendre les intérêts de la femme africaine. La première démarche consiste d'abord à créer une banque pour les femmes panafricaines dont le siège sera implanté en République démocratique du Congo, ce qui va faciliter leur épanouissement. Avec cette banque, les pays membres, dont la Guinée aura sa propre succursale en Guinée ici, qui pourra aider les femmes. Parce que quoi que l'on dise pour l'autonomisation, pour accéder aux postes de décision, nous avons besoin de s'organiser. Nous avons besoin de renforcer nos capacités, nous avons besoin de formation. Le fait d'être en Guinée, ce n'est pas un hasard. Le fait d'avoir également le professeur Alpha Condé à la tête de ce pays, ce n'est pas un hasard. C'est une impulsion. C'est une impulsion dans tous les projets que nous sommes en train de mettre en place. Pour le président de l'Assemblée nationale, son institution est déterminée à accompagner toute initiative visant à promouvoir la cause féminine. Vous avez une démarche très pertinente qui consiste à entreprendre des initiatives susceptibles de responsabiliser la femme. D'abord en pensant à la formation et en second lieu, il faudrait vous battre parce que vous savez, les femmes ont tendance à dire, parce que nous, on est les femmes, il faut nous accompagner, nous attendons que les femmes, que les hommes plutôt, que les hommes fassent ceci, fassent cela. Mais je puis vous avouer que si vous ne vous battez pas, si vous ne bousculez pas, ces hommes-là, ils ont toujours l'impression que vous venez pour les détrôner. Autre annonce faite par ces Africaines, c'est l'organisation à Conakry du 8e Congrès international des femmes africaines et de la diaspora en novembre 2017. Une rencontre au cours de laquelle l'opportunité sera offerte aux femmes parlementaires de Guinée de tisser de bons rapports avec leurs homologues du continent et d'ailleurs. Le programme national d'appui aux communes de convergence, c'est l'intitulé d'un nouveau programme de développement local. Il est initié par le ministère de l'administration du territoire en partenariat avec l'UNICEF. L'objectif est d'amener les différents intervenants à harmoniser leurs efforts dans la fourniture des services aux communautés. Mohamed Lamine Camara. Dans les collectivités locales de la Guinée, des efforts sont consentis par le gouvernement et les partenaires au développement en faveur des personnes pauvres et vulnérables. Cependant, ces interventions sont souvent marquées par le manque de synergie d'action entre les différents acteurs. Face à ce constat, le ministère en charge de l'administration du territoire, en collaboration avec l'UNICEF, entend initier un nouveau programme. Il s'intitule « Programme national d'appui aux communes de convergence ». L'idée est d'amener les institutions à agir ensemble pour pouvoir améliorer et renforcer leur appui aux communautés. Les communes de convergence, c'est quoi? C'est la mise en relief du triptyque décentralisation, déconcentration, développement local. C'est la mise en relief également de l'intersectorialité, faire en sorte que tous les secteurs d'intervention dans le développement local puissent être pris en compte au même moment, au même endroit. Là, l'effectivité des apports est perceptible. Ce nouveau programme national va toucher 40 communes pilotes.
Cette synergie d'action au bénéfice des collectivités devrait favoriser la promotion de la gouvernance territoriale participative. Pour nous, ça serait une opportunité majeure de pouvoir présenter au cadre du ministère de l'administration du territoire, à ce cabinet extraordinaire, les modalités pratiques pour nous de pouvoir faire en sorte que nous puissions nous inscrire en droite ligne dans le cadre du code de collectivité locale et faire en sorte que nous puissions aller travailler de façon directe avec les communautés à la base et de faire en sorte que nous puissions réaliser le plein épanouissement des droits de l'enfant. Au cours de ce conseil extraordinaire, les experts de l'UNICEF et du ministère en charge de l'administration du territoire se sont entendus sur les dispositions légales et réglementaires relatives à la mise en œuvre du programme. Cette année, les examens nationaux ont été passés dans une très grande rigueur. Pourtant, certaines écoles se sont illustrées par un taux d'admission de 100% dans l'un des 3 profils de formation. Notre reporter Francis Collier a sillonné quelques établissements de Conakry. Suivez son reportage. Le filtre du baccalauréat session 2017 n'a pas fait cadeau aux candidats. Les notes de cours n'ont pas été prises en compte. Seulement, la moyenne de 10 pouvait permettre aux candidats de passer en classe supérieure. Résultat, sur un effectif total de 87 125 candidats, seulement 23 656 ont été admis. Au-delà des interprétations, il y a eu des écoles qui ont démontré leur performance. À titre d'exemple, le complexe Saint-Georges et Amdalaï secondaire ont enregistré 100% d'admis en sciences mathématiques, une performance qui s'explique. Les élèves savent qu'en arrivant à Saint-Georges, ils sont soumis déjà à une première évaluation qui n'est pas une évaluation pour les exclure, mais une évaluation pour savoir avec quel niveau ils arrivent dans notre institution. Et il y a un suivi presque personnalisé des élèves. Le lycée d'excellence a enregistré un taux d'admission de 100% en sciences sociales sur un effectif de 16 élèves. Au lycée d'excellence, aucun élève ne redouble. Quand un élève redouble, il signe son départ. Le maximum d'élèves par groupe pédagogique est 20. Le professeur qui vient pour enseigner peut mémoriser les noms de tous ces apprenants. Il peut les connaître physiquement. Il peut connaître leurs faiblesses. Pédagogiquement, ça l'aide. Par rapport à ceux qui ont des grands nombres, il y a un test de recrutement à l'issue duquel les meilleurs sont acceptés, sont admis pour être au lycée d'excellence. Quand ils sont là, il y a le suivi. Les efforts des formateurs et l'implication des parents justifient cette performance des établissements qui ont atteint 100% dans l'un des profils. Pour une question de qualité, les enseignants, les élèves et leurs parents devraient accepter la rigueur afin que désormais les plus méritants aillent représenter honorablement notre pays. Ce qu'il faut également noter, c'est que les premiers au baccalauréat unique session 2017 viennent tous des écoles privées de Conakry, des jeunes dont l'âge varie entre 18 et 21 ans. Makeme Donzo les a rencontrés pour vous. Suivez son reportage. C'est la chambre fétiche du meilleur élève de Guinée en sciences expérimentales cette année. C'est ici que Sekouba Sidimé s'est préparé pour se hisser au rang prestigieux de premier de la République au baccalauréat unique. À 19 ans, ce nouveau prince n'est pas surpris de son exploit. Il a commencé à aménager sa monture une année avant. Mon rêve, c'était d'être lauréat, parmi les lauréats. Mais lorsque j'ai eu une fille en première position, je me suis dit, comme une fille est première cette année, si moi aussi, étant un garçon, si je bosse aussi très bien, je bosse durement et ardemment chaque jour, je pourrais aussi être premier de ma promotion. Après le bac, je sentais que j'étais premier. Et si je n'étais pas premier, là, il y avait un professeur qui avait composé parmi nous. Dans les sciences mathématiques, Mamadou Saliou Diallo est sur la marche haute du podium. Considéré par ses camarades de classe comme un génie des chiffres, il a réussi à confirmer tout le bien que son école pensait de lui. Saliou partage les mêmes bancs que le 2e et 3e de la République.
des premiers de la République, c'était une surprise. Je visais les premières places. Dès que j'ai su que je suis le premier de la République, j'ai su que c'était ça a été quand même une surprise. Les amis ont commencé à regarder sur Ariba. Ils m'ont dit moi aussi de regarder. J'avais peur au point de but parce que j'étais inquiet de ma place pour être parmi les premiers. Ensuite, ils m'ont forcé du coup à regarder moi-même. Et j'ai regardé, j'ai vu les SMS, ils sont mis là-bas, si je vais le dire, ils ont mis rang 1. Et que j'ai vu, j'ai pas pu prendre. Chez les futurs hommes de lettres, en sciences sociales, Mamadou Riba s'est placé en tête du classement général. Une place qu'il voulait obtenir à tout prix. C'est pas seulement être lauréat, moi je voulais être premier de la République, c'était ça mon rêve. Et c'était cette place qui m'importait parce que en 2015 on a eu le premier, en 2016 on a eu aussi le premier et en 2017 je ne voulais pas que ça soit aussi une exception. Donc je me suis battu, je me suis inspiré comme je le disais tantôt à mon grand frère Benjamin aussi, Moussa Keita de l'année passée aussi pour confirmer cette place cette année. Donc moi mon objectif c'était pas d'être lauréat, c'était d'être premier, uniquement premier de la République. Toujours dans les sciences sociales, une fille s'est illustrée. Fatoumata Binta Kourouma. Elle vient 4e au classement général, mais première des filles. C'est le résultat en fait d'un travail acharné. On a fourni tant d'efforts pendant l'année. C'est le résultat des efforts personnels. Ensuite, il y a le soutien des parents et aussi l'encadrement des enseignants. Ça a été une grande satisfaction et une grande fierté aussi parce que c'était un objectif en fait. Depuis le début de l'année, on s'était fixé cet objectif-là pour être parmi les lauréats. Donc, quand j'ai pris mes résultats, j'étais très fière. Ces jeunes pousses, symboles de l'excellence recherchée dans le système éducatif guinéen, sont à la fois des fiertés de leur famille, mais désormais et pour toujours de la Guinée. Tous les résultats des différents examens nationaux sont donc maintenant connus, des résultats pas très satisfaisants. La qualité de l'enseignement est pointée du doigt. Une chose est cependant sûre, le système est malade et des réformes s'imposent à tous les niveaux. Mais de quoi souffre réellement le système éducatif guinéen? Notre rédaction a tenté d'apporter quelques éclaircissements à ce sujet. Mamad Alpha Baldi. Les derniers résultats des examens nationaux ont confirmé le démarrage d'une nouvelle dynamique dans l'enseignement préuniversitaire en Guinée. Le faible taux d'admission au baccalauréat unique, par exemple, prouve le faible niveau des élèves. Les failles du système sont multiples et ne datent pas d'aujourd'hui. Il faut équiper les écoles, procéder aussi à la formation des formateurs. Il faut que l'école guinéenne soit dotée, surtout au secondaire, en laboratoire, en livres. Ces derniers temps, de nombreuses réformes ont été engagées pour améliorer la qualité de l'enseignement. L'engagement des parents, la formation des formateurs et d'autres réformes s'imposent pour sortir l'école guinéenne de sa torpeur. Le suivi a manqué en Guinée. Les parents d'élèves s'acquittent seulement de l'argent, donner l'argent à leurs frères, fils. Il y en a même qui sont prêts à donner de l'argent, à corrompre les gens pour faire passer leurs enfants. Ce n'est pas responsable. Au lieu de donner de l'argent, faire passer mon enfant de classe supérieure en classe supérieure, il faut donner ce montant à un enseignant qui va suivre ton enfant à la maison et pour qu'il se prenne en charge en matière de formation. Sur un autre plan, certains enseignants attribuent une partie de la chute du niveau des élèves à la mauvaise utilisation des nouvelles technologies. Et surtout, les élèves de maintenant aiment trop la facilité. La facilité, c'est quoi? C'est le téléphone. Tous les jours, ils sont connectés. C'est bon de se connecter, mais sur quoi? Qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est ça le problème. Si vous voyez ceux qui regardent la connexion là, voilà. Parfois même en classe, il faut que les parents arrivent à mettre beaucoup de pression. C'est-à-dire le téléphone c'est bon, mais il faut que l'élève ait un certain âge pour avoir certains types de téléphone. Après la proclamation des différents résultats aux examens nationaux, le message est désormais clair. La Guinée privilégie l'enseignement de qualité à la place de l'enseignement de masse, un passage obligé pour
pour tenir la compétition. Nous sommes rentrés de plein pied dans les grandes vacances. Pour encadrer les jeunes pendant cette période de repos académique, le cabinet RH lance le projet Vacances Coaching. Et pour ce départ, 500 jeunes diplômés sont concernés. Ils vont être encadrés et formés pendant 12 semaines sur la recherche d'emploi notamment. Abraham Christophe Conté, Thierno Ousmane Diallo. La période des grandes vacances ne signifie pas pour ces jeunes l'arrêt momentané de la quête du savoir. Mais au contraire, c'est l'occasion pour eux d'acquérir une compétence spécifique. Venus des différentes universités publiques et privées, ils passeront un trimestre de coaching basé sur les techniques de réussite professionnelle sous l'initiative du cabinet RH Prestations. C'est le projet Vacances Coaching qui démarre pour valoriser les stratégies de lutte contre le chômage. Nous avons initié Vacances Coaching pour venir un peu, pour que ça soit une ébauche de solution à ce problème d'encadrement, d'orientation des nouveaux jeunes diplômés. Le tout n'est pas de faire des études, c'est vrai que ça c'est une étape, mais le monde de l'emploi est un monde bien particulier qui demande un accompagnement, qui demande un appui et surtout qui demande d'avoir des outils pour pouvoir décrocher un emploi. Et je suis très heureuse de voir qu'il y a des cabinets qui aident ces jeunes, qui les accompagnent à pouvoir vraiment répondre à ce besoin d'emploi. Ce programme de formation exceptionnel devrait permettre aux bénéficiaires d'être mieux outillés pour affronter le marché de l'emploi ou encore devenir plus compétitifs. Il faut avoir des compétences que vous identifiez, parce qu'aujourd'hui on vous demande qu'est-ce que vous savez faire, mais on ne vous demande pas qu'est-ce que vous avez appris, mais qu'est-ce que vous savez faire. Donc il faut qu'ils aient ces compétences et que, en plus de cela, de ces compétences, il faut qu'ils aient une certaine intégrité du point de vue moral, du point de vue comportement. Il faut qu'ils aient de l'humilité. Il faut qu'ils soient perspicaces dans la recherche de l'emploi. Il faut qu'ils soient endurcis. Il faut qu'ils soient courageux. Il faut qu'ils soient actifs. On ne peut pas seulement rester ici pour dire que l'État va nous employer. Mais nous-mêmes, si nous donnons à fond le travail que nous entreprenons et que nous arrivons ici à maîtriser ce que nous faisons dans les écoles, soit dans les universités, et à la sortie, j'espère bien que ce projet va nous apporter beaucoup de choses. Ça pourra même nous aider ici à nous créer de nos propres entreprises, à travailler nous-mêmes. À un moment où le marché de l'emploi devient de plus en plus concurrentiel, le cabinet RH Prestations met l'accent sur une formation d'orientation en adéquation avec le marché de l'emploi. Durant 3 mois, les participants vont apprendre les méthodes efficaces de recherche d'emploi. Autre volet, l'exploitation artisanale de l'or et du diamant. Selon les résultats d'une étude diagnostique récemment réalisée, 40% de ces pierres précieuses échappent au contrôle de l'État. Une étude qui permet de mettre en lumière toutes les imperfections pour réglementer le secteur et en faire un véritable levier de développement. Mamad Alpha Baldé, Daouda Tabansila pour le reportage. Selon de récentes études menées sous le contrôle du ministère des Mines, la production du diamant est en net recul par rapport à l'or qui est estimé à 21 tonnes par an. À ce jour, l'exploitation de l'or représente environ 12% du PIB guinéen. Cependant, le manque à gagner par l'État est considérable. Plus de 40% des ventes échappent au contrôle des services gouvernementaux. L'exploitation de nos ressources minières en général et de l'exploitation artisanale de l'or et du diamant a toujours posé un défi au niveau de l'équilibre à trouver entre la génération de revenus pour les populations locales et l'obligation de prévenir des conséquences dommageables sur les populations et sur l'environnement. Il y a donc nécessité de poser les bonnes questions afin de concilier les deux aspects et montrer à travers des études les possibilités d'accroissement des revenus de l'activité d'exploitation de l'or et du diamant sur la vie des populations et sur l'économie du pays tout en maîtrisant les défis endogènes. Dans cette salle, l'ensemble des acteurs de l'exploitation artisanale de l'or et du diamant prennent connaissance des résultats de 7 mois d'enquête sur le terrain. Il a été relevé que ce sont des activités quand même qui rapportent beaucoup à la société, aux acteurs privés, mais qui rapportent très peu à l'État. Or, ce sont des activités qui ont un impact sur l'environnement extrêmement important, avec beaucoup de déforestation,
l'impact physique est important. Beaucoup de pollution des eaux avec l'ensablement des cours d'eau, les rejets de produits chimiques dans le domaine de l'eau notamment, c'est un fait, l'utilisation du mercure, parfois même du cyanure. Tout cela fait qu'il était important que l'on s'arrête pour regarder, faire le point, mesurer ces impacts, mais surtout proposer des solutions de remédiation. C'est ça, c'est l'importance. Parce que si on gagne artisanat, il faut qu'on fasse agriculture avec ça. Le 2 peut marcher, on peut faire élevage. Après les journées orpailleurs de Cancan, le dollar a baissé aujourd'hui, beaucoup de différences. Le jour qu'on fait journée de orpailleurs, le dollar était 9800. Aujourd'hui, 9200. Donc ça commence à aller. Activité ancestrale. L'exploitation de l'or date du XIIe siècle. Des années après, le secteur reste encore largement dominé par l'informel. En Haute-Guinée, c'est le premier pourvoyeur d'emplois devant l'agriculture. De façon directe et indirecte, cette activité fait vivre plus d'1 million de Guinéens. Je vous amène à présent à la découverte d'un ingénieur concepteur d'éoliennes, un appareil utilisé pour transformer l'énergie cinétique en énergie électrique. Mamadou Yebleba, c'est son nom. Tenez-vous bien, il fabrique ce dispositif qui fournit de l'énergie depuis quelques années. Fatima Diallo l'a rencontré. L'éolienne, un convertisseur d'énergie actionné par le vent, un des types d'énergie renouvelable. À Conakry, dans le quartier Foulamadina, Mamadou Yebeba confectionne des éoliennes. Depuis 2009, cet ingénieur agronome de formation s'est reconverti en concepteur. Avant, on faisait de la recherche sur les petits avions, les drones. Donc on avait pu fabriquer un petit avion qui pouvait décoller et faire 2 km à 4 km de rayon. C'est après cela, quand on a vu qu'il n'y a pas eu d'impact et qu'on s'est rendu compte que la fabrication des ailes, c'est la même chose que la fabrication des pales, on s'est dit pourquoi ne pas se reconvertir dans la fabrication des éoliennes pour avoir une plus-value, pour avoir quelque chose pour rentabiliser ce que nous faisons. Donc l'idée est venue de là, on a laissé la recherche aéronautique en stand-by et on s'est lancé dans la fabrication des éoliennes. Du bois, un disque, des aimants et des fils conducteurs, quelques fibres verres sont entre autres matériaux qui entrent dans la fabrication d'une éolienne. Le dispositif est conçu pour résister pendant 5 ans. Nos éoliennes sont conçues de façon simple mais très robuste. C'est des éoliennes presque sans entretien. Par exemple, nos pales en bois sont conçues pour tourner 5 ans. Mais à chaque 5 ans, on doit changer les pales. Mais la nacelle peut avoir une vie d'une vingtaine d'années. Après plusieurs jours de travaux, l'heure est à l'assemblage avant de monter l'appareil sur ce pylône. 2 câbles relient le pylône à la maison alimentée. La fixation des éoliennes dépend de la hauteur, surtout du vent. Mais les éoliennes que nous concevons démarrent à partir d'un vent très faible. À partir d'un vent de 2 mètres par seconde, nos éoliennes peuvent tourner et produire du courant. Mais plus l'éolienne tourne, plus elle génère du courant. Bon, les éoliennes sont conçues pour soit produire 24 volts ou bien 48 volts pour le moment. Mais nous avons pu faire des alternateurs qui peuvent faire sortir du 380. Mais comme on ne peut pas stabiliser le 380 d'abord, on s'est juste rabattu sur les éoliennes à usage domestique, disons les éoliennes de 24 ou bien de 48 volts. De fabrication locale, cet aérogénérateur fournit l'énergie nécessaire pour alimenter un foyer, soit 1500 watts en moyenne. Ces ampoules, ce poste téléviseur et même ce réfrigérateur sont alimentés par cette éolienne. En termes énergétiques, une éolienne de 2,40 mètres va fournir soit 1500 watts, soit 750 watts. C'est selon la configuration des bobines. Effectivement, l'éolienne, c'est la génératrice. Donc, les pales font tourner la génératrice qui produit du courant triphasé. On utilise le câble pour connecter ce câble sur des batteries, et un nombre de batteries bien énuméré, calculé au préalable. Après, on utilise un convertisseur onduleur
pour reconvertir ce courant soit en 24 volts ou bien en 48 volts, en 220 volts standard pour servir la maison. La fabrication d'une éolienne peut coûter jusqu'à 15 millions de francs guinéens. Le chef-d'œuvre technologique est ensuite vendu à des particuliers pour usage domestique. À ce jour, 15 éoliennes ont été conçues dans cet atelier de Yébéba. Amélioration des systèmes de surveillance des maladies, les États de la CEDEAO sont appelés à exécuter l'approche Une seule santé. En tout cas, c'est la volonté affichée du projet REDIS. Côté guinéen, cela semble acquis. Les deux ministres concernés par cette approche de santé commune se sont engagés ce matin. C'était lors d'une réunion de plaidoyer. Celui de Kera. Assurer aux populations de l'Afrique de l'Ouest un système de prévention et de gestion efficace des maladies est un défi pour les gouvernements des 15 pays membres. Le projet d'amélioration des systèmes de surveillance des maladies REDIS est lancé dans ce sens. Les ministères de la Santé, de l'Environnement et de l'Élevage exécutent le projet en Guinée. La prise en compte des dimensions humaines, animales et environnementales de la santé explique la multiplicité des intervenants dans ce projet. Le projet REDIS, c'est une demande des gouvernements qui s'articule autour de 5 principales composantes. Vous avez la première qui concerne la surveillance, la notification et la riposte aux épidémies au niveau régional. Vous avez le renforcement des systèmes de laboratoire pour permettre une détection donc, de l'agent pathogène, c'est-à-dire de l'agent responsable de la maladie. Vous avez la troisième composante qui concerne le renforcement des capacités des ressources humaines. Et vous avez la composante renforcement de la coordination, le suivi, évaluation. À cette réunion de plaidoyer, les départements concernés se sont engagés à rendre opérationnelle la plateforme Une seule santé dans l'espace CEDEAO. Plus de 60% des maladies humaines, particulièrement les maladies émergentes, sont d'origine zoonotique, sont d'origine animale. Donc il s'agissait vraiment de revenir sur la trilogie santé humaine, santé animale, ou si vous voulez l'homme, l'animal et leur environnement. Donc réunir ces 3 départements ensemble qui forment vraiment le socle de la plateforme Une seule santé, revoir un petit peu donc la stratégie de mise en œuvre des différentes composantes du concept Une seule santé, d'une part. Donc, la deuxième raison, donc d'autre part, c'est aussi de revoir les engagements qui étaient pris par les ministres de la santé, de l'élevage et de l'environnement des pays de la sous-région sur justement l'approche Une seule santé. L'engagement des ministres obtenu pour l'exécution efficace de la plateforme One Health, les regards sont à présent tournés vers des actions concrètes de prévention, de détection rapide et de riposte à toutes les maladies d'origine humaine, animale et environnementale en Afrique de l'Ouest. Dans l'actualité également, le Comité international de la Croix-Rouge s'investit dans la formation des enseignants et des étudiants guinéens sur le droit international humanitaire. Le projet en est à sa 2e phase et ce matin, notre reporter Habib Cham s'est rendu sur les lieux. Il nous rapporte l'expérience de la première journée de travail. Suivez. Venus de 7 universités publiques et privées de Conakry, ces professeurs et chefs de département s'approprient le droit international humanitaire sur un cas pratique de conflit armé simulé. Dans ce conflit, plusieurs questions d'ordre juridique nous ont été, n'est-ce pas, posées. C'était de voir quelles sont les règles du droit international qui ont été respectées ou bien violées, situer les responsabilités et voir, n'est-ce pas, quels sont les mécanismes de répression qui sont prévus tant par la législation nationale mais aussi par les dispositions, n'est-ce pas, des 4 conventions de Genève et le statut de Rome. Il s'agissait dans ce cas d'abord de déterminer quel est le type de conflit armé et ensuite de déterminer la situation des détentions des personnes civiles, des internés. Soutenu par des formateurs qualifiés, ce programme est initié par le Comité international de la Croix-Rouge. Depuis quelques années, l'institution s'attelle à former une élite guinéenne dans la pratique du droit international humanitaire. Pour nous, c'est très important de travailler à côté des universités, à côté des magistrats, du ministère de la Justice, mais aussi du ministère de l'enseignement supérieur, afin qu'on puisse avoir un niveau de connaissances et un niveau de mise en œuvre du droit international humanitaire qui permet à la Guinée d'être à plus haut niveau.
La répression des violations du droit international humanitaire et sa mise en œuvre sont entre autres thématiques abordées dans ce module. L'expérience démontre la nécessité pour la Guinée de se doter d'une commission spécialisée sur les questions du droit international humanitaire. Kissi-Dougou, où un important réseau de coupeurs de route vient d'être démantelé. Le gang s'émet une véritable terreur sur la principale route d'accès à la commune urbaine. Au nombre de 8, seul Mamadou Atigou Diallo a été arrêté. Quant aux 7 autres, ils sont encore en fuite. Ibrahima Keita. Depuis quelques semaines, la préfecture de Kissi-Dougou est sous la menace de coupeurs de route. Au nombre de 8, ces malfrats opéraient entre Guékédou, Kissi-Dougou et Kissi-Dougou-Sigiri via Cancan. Grâce aux efforts conjugués de la gendarmerie, de la police et des citoyens, cette bande a été démantelée le dimanche dernier au quartier Mbalia, dans la commune urbaine de Kissi-Dougou. Malheureusement, sur les 8, seules les forces de l'ordre, avec l'appui des populations, ont pu mettre la main sur Mamadou Atigou Diallo, marié et père de 2 enfants. Interrogé, il reconnaît les faits. Vous reconnaissez que vous avez été pris le dimanche passé, lorsque vous étiez avec l'un de vos collègues, vous avez été pris pour attaque à main armée. Vous réitérez, vous persistez que les attaques que vous avez perpétrées, Alcé là qui a en fuite faisait partie, non? Au domicile de Mamadou Atigou Diallo, on retrouve une arme de guerre, des armes blanches ainsi que des talismans de protection. En fuite, le chef de file est connu de la police et de la gendarmerie de Kissi-Dougou. Ce nommé Issa Bari, qui est connu de nos archives de la gendarmerie depuis 2015, qui avait été arrêté pour la même infraction, pour les attaques à main armée, déférant la justice. Et malheureusement, c'est cet individu qui se trouve dans les rues et qui est dénoncé par celui-là que nous avons sous la main comme étant le chef de file, le chef de bande. Et pour réussir leur mission, les forces de l'ordre demandent la collaboration de la population pour le démantèlement des réseaux de bandits à Kissi-Dougou. Les 7 autres coupeurs de route en cavale sont activement recherchés dans tout le pays. Je vous le disais dans les titres, alors que le championnat national 2016-2017 se poursuit, la Ligue guinéenne de football professionnel se projette déjà sur la saison 2017-2018. L'année prochaine, cette compétition pourrait se jouer à Conakry. C'est ce qui ressort d'une rencontre des membres du bureau exécutif de l'instance dirigeante du championnat guinéen, Mamadou Salioubar. Le championnat national met chaque année aux prises 14 clubs de Ligue 1. La compétition s'étend sur 26 journées sur les différents stades du pays. Pour la saison 2017-2018, toutes les rencontres pourraient se disputer à Conakry. 4 stades sont retenus pour abriter les différentes rencontres. L'objectif est de permettre le bon déroulement des travaux sur les 12 terrains synthétiques à l'intérieur du pays. La proposition d'organisation des matchs du championnat national sur 4 stades de la République, et compte tenu du fait que le président de la République a accepté de donner 12 stades synthétiques au football guinéen, à la jeunesse guinéenne. Donc la Ligue guinéenne de football professionnel a jugé nécessaire de concentrer les matchs sur 4 stades afin de permettre au club au moins de travailler grandement sur les différents stades là pour permettre à la Ligue guinéenne de football de faire la construction de ces différents stades à travers le pays, notamment 10 stades que le président de la République a voulu offrir à la jeunesse guinéenne. Pour matérialiser cette réforme, l'instance dirigeante du championnat national compterait aussi la subvention des clubs de football. Si nous arrivons à avoir des terrains naturels et synthétiques, avoir en fait les équipes qui vont être filmées, c'est-à-dire les matchs vont être retransmis tout et tout, il y aura des droits, on va intéresser les sponsors, on va créer de l'engouement et c'est ça qui va permettre qu'on ait une visibilité qui va permettre aux annonceurs et aux sponsors de pouvoir venir en fait jouer le jeu. L'organisation des compétitions nationales sur des terrains à gazon permettra la modernisation du football local. La mesure doit aussi améliorer la visibilité du championnat national.
Par ailleurs, les 8e Jeux de la francophonie se poursuivent à Abidjan. Notre pays est représenté à travers 9 disciplines sportives. Les différents sportifs ont reçu au village des Jeux Olympiques la visite du ministre Siaka Bari, accompagné par l'ambassadeur de la Guinée en Côte d'Ivoire, envoyés spéciaux Salematou Silla, Ibrahima Sori Fofana et Daouda Bar. Cette visite du ministre Siaka Bari et de Madame l'ambassadeur de Guinée en Côte d'Ivoire au village des Jeux de la francophonie vise à s'enquérir des réalités du terrain et d'exhorter nos athlètes à redoubler d'ardeur pour représenter valablement le pays à ces 8e Jeux de la francophonie. Encadreurs et athlètes ont manifesté leur mécontentement par rapport à leur traitement et au manque de tenue adéquate pour le défilé lors de la cérémonie d'ouverture qui est pourtant censée refléter l'image culturelle du pays. Face à ces revendications, le ministre Siaka Bari s'explique. Je suis frustré de votre frustration. Pourquoi? Parce que, à ce que je sache, vos encadreurs sont dans cette salle. Est-ce qu'une seule ligne du budget qui m'a été soumise a été changée? Non. Mais c'est pas moi qui vais aller au marché à Balia pour vous acheter ce qu'il faut. J'ai fait ma partition. Ma partition, c'est de vous mettre à disposition le budget que vous-même vous avez élaboré et que vous m'avez soumis. C'est ma partition. Je n'ai pas fait plus, je n'ai pas fait moins. Si moi je disais non, le budget est trop, voilà, on enlève ça, on enlève ceci, on enlève cela, vous aurez pu me retrouver ça. Mais je suis étonné. Madame l'ambassadeur de Guinée au pays de la Lagune Ébriée a pour sa part prodigué de sages conseils à nos représentants en les invitant au travail et à adopter une bonne conduite durant ce tournoi. Il ne faut pas engager maintenant la polémique. Le linge sale se lave en famille. Arrivez à Conakry, vous allez résoudre ce malaise-là. Mais en attendant, ici, ce que moi je vais vous demander en tant qu'ambassadeur, c'est de continuer à vous battre pour qu'on ait beaucoup de médailles. On termine avec ce communiqué du ministère de la Justice. Le ministère de la Justice a le profond regret d'annoncer à l'opinion nationale et internationale le décès de M. Ibrahima Beavogui, décès survenu dans la nuit du jeudi 27 juillet 2017 à l'hôpital Ignace Dine des suites de maladie. M. Ibrahima Beavogui, magistrat, était le conseiller chargé de la communication du ministère de la Justice. Les cérémonies funéraires auront lieu à la cour d'appel de Conakry le mardi 1er août 2017 à 9h et l'enterrement suivra après la prière de 14h à la grande mosquée de Conakry. Le ministère de la Justice et le corps des magistrats présentent leurs condoléances les plus attristées à la famille du défunt ainsi qu'au peuple de Guinée. Paix à son âme. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite du plaisir en compagnie de nos programmes. La maison indé leader de l'électroménager en Guinée. Distributeur exclusif